Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, Silver, nous allons parler des perles de l'Ouest américain. Nous essayons dans tous nos périples dans l'Ouest d'en mettre au moins un ou plusieurs pendant notre séjour. Et donc, si vous ne l'avez pas encore deviné, nous allons parler des Slot Canyon et particulièrement d'Antelope Canyon. Oui, alors effectivement, les Slot Canyon, c'est pour nous un des joyaux du voyage dans l'Ouest américain. Mais tout d'abord, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un Slot Canyon? Peut-être que tout le monde n'est pas au fait de cette particularité géologique. Donc un Slot Canyon, c'est la traduction littérale, c'est un canyon en fente. Donc effectivement, il a la forme d'une fente. En fait, il n'y a pas de définition technique vraiment qui fait autorité. Mais en fait, c'est des canyons qui sont simplement beaucoup plus profonds qu'ils ne sont larges. Donc effectivement, du coup, ils prennent la forme d'une fente. La plupart des canyons, à l'inverse, sont beaucoup plus larges qu'ils ne sont profonds. Et du coup, généralement, quand même, quand on est dans un Slot Canyon, on peut toucher les deux côtés du canyon. Alors voilà, ça c'est notre définition à nous. Pour nous, un Slot Canyon, c'est quand vous pouvez, juste en étendant les bras, toucher la paroi gauche et la paroi droite d'un canyon. Alors c'est que vous êtes dans un canyon suffisamment étroit pour qu'on puisse le qualifier de Slot Canyon. Ça, c'est notre définition personnelle, on va dire. Mais je la trouve perspicace. Oui, elle est plutôt en tout cas, elle est parlante. Mais c'est vrai que voilà, la plupart des canyons sont plutôt plus larges que profonds. Si on prend simplement le plus grand canyon du monde, le Grand Canyon du Colorado, il fait 1,5 km de profondeur, ce qui est extrêmement profond. Mais à l'endroit où il fait 1,5 km de profondeur, il fait, selon les endroits, entre 10 et 30 km de large. Donc il est beaucoup plus large qu'il n'est profond. Donc voilà, à l'inverse, pour qu'un canyon soit considéré comme en fente, il faut qu'il ait un ratio hauteur sur largeur qui soit positif, et généralement pour que ce soit un beau Slot Canyon, autour de 10 pour 1. Il faut qu'il soit 10 fois plus haut qu'il n'est large, et là on a vraiment un canyon en fente. Mais il y a des formes extrêmes où on va beaucoup plus profond et beaucoup plus étroit que ça. On le verra par la suite justement, avec nos exemples et nos expériences. Exactement. Du coup, en fait, pourquoi parle-t-on des Slot Canyon aux États-Unis ? Parce que les États-Unis ont la plus grosse concentration de Slot Canyon au monde. Et à l'intérieur des États-Unis, l'Utah et le plateau du Colorado, en réalité, a la plus grande concentration de Slot Canyon aux États-Unis et dans le monde. Et c'est principalement lié au fait qu'il y ait une forte proportion de la géologie de l'Utah qui est en sandstone. Et notamment en Navarro Sandstone, c'est cette roche rouge qui est emblématique de la plupart des formations géologiques, les canyons, les arches naturelles, etc. C'est celle qui constitue aussi The Wave. C'est celle qui constitue The Wave. Et dans Valley of Fire aussi, on la retrouve. Exactement, on va vraiment la trouver partout dans le plateau du Colorado. Et donc la sandstone, c'est ce que nous on appelle du grès. C'est une roche sédimentaire, c'est-à-dire que c'est une roche qui s'est reconstituée avec les restes de roches plus anciennes. Ce sont des roches magmatiques des origines. Et en fait, c'est des roches qui ont été d'abord érodées, qui sont redevenues principalement du sable, et qui se sont réagrégées. Et effectivement, la sandstone, c'est de la pierre de sable. J'allais dire effectivement que sand, c'est sable. Exactement. Et de fait, quand on la trouve, c'est vrai qu'on voit qu'elle peut s'effriter, et que quand elle s'effrite, elle retourne en sable. Et après, selon la nature des sables qui se sont réagrégés, on a des sandstones de couleurs différentes, qui peuvent être blanches, jaunes. Dans le plateau du Colorado, c'est souvent rouge parce qu'il y a des composants ferreux qui vont la teinter comme ça. Et pourquoi, du coup, elle est importante dans la formation des Slot Canyon? Parce que c'est une roche relativement friable et qui s'érode relativement facilement. Et le plateau du Colorado est aussi assez aride,
mais avec néanmoins d'assez fortes et assez violentes précipitations à certaines périodes de l'année, ce qui fait que l'érosion par un peu le vent et beaucoup l'eau va conduire à la formation de canyons. Il y a énormément de canyons sur le plateau du Colorado, ils sont connus, c'est pour ça qu'on y va. En fait, avec dans les fissures, effectivement, l'infiltration de l'eau dans les fissures. Voilà. En fait, quand il y a un grand canyon, un canyon un peu important, il y a souvent plein de plus petits canyons qui l'alimentent. Et ces plus petits canyons peuvent être aussi alimentés eux-mêmes par d'autres canyons encore plus fins. Et parmi ces canyons encore plus fins, on va trouver ces fameux slot canyons. Et du coup, c'est vrai que au cours de nos nombreux voyages, on a pu faire de très nombreux slot canyons. Et on a découvert qu'en fait, ils sont vraiment très divers de maintes façons, en fait, ces slot canyons. Oui, ils n'ont pas du tout la même configuration, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas les mêmes formes, ils n'ont pas les mêmes profondeurs. Et du coup, c'est toujours des explorations agréables. Joli, parce que c'est quand même vraiment très très joli. C'est très impressionnant. Moi, voilà, et puis ça reste fun, quoi, parce qu'on a l'impression de rentrer dans un lieu un peu étonnant, étrange, presque surnaturel. Et ça fait un petit peu, on a l'impression, dans des labyrinthes aussi. Hein. En Un fait, petit peu. Comme c'est étroit, effectivement, il y a une luminosité qui arrive du haut, qui est vraiment très très belle. On en reparlera plus tard. Et en fait, on chemine dedans, mais comme dans un labyrinthe un peu. Exactement. Et puis souvent, il y a des obstacles, il faut un peu grimper sur des pierres, etc. Donc c'est ça qui la rend Alors, aussi fun. Effectivement, parlons de l'approche, en fait, des difficultés. En fait, l'accès à ces slot canyons, que ce soit l'accès ou leur traversée, est plus ou moins facile. Alors effectivement, ils peuvent être dans des endroits plus ou moins retirés, plus ou moins faciles d'accès depuis la route. Donc il y en a certains qui nécessitent de faire des randonnées de 5 ou 10 km avant d'arriver à l'entrée du canyon lui-même. Donc ça, c'est une difficulté d'accès. Et puis après, il y en a certains pour lesquels la circulation à l'intérieur du canyon est plus ou moins compliquée. Alors quand elle devient trop compliquée, en fait, on fait la différence entre les technical slot canyons et les non-technical slot canyons. Donc les technical, c'est lorsqu'on a besoin de matériel, principalement cordes et baudriers pour faire du rappel. Alors ça, de fait, on va pas en parler, enfin, on donnera pas trop d'exemples. Non, clairement, c'est pas notre objectif, mais pour dire que beaucoup de slot canyons sont praticables que effectivement avec un encadrement professionnel, des guides, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les non-technical slot canyons, donc les slot canyons qu'on peut explorer sans aucun matériel, sans aucune difficulté technique particulière, et qui sont particulièrement magiques. Alors, elles n'en restent pas moins sportives, où parfois il y a quand même certains obstacles, c'est-à-dire même si on n'a pas besoin d'une corde, on est amené de temps en temps quand même à escalader ou à essayer de descendre comme on peut. Ça peut arriver. Il peut y avoir des changements de niveau. Qui peuvent être... Ça peut arriver, on en reparlera quand on listera un petit peu quelques-uns des slot canyons qu'on a pu explorer. Il y en a qui sont plus simples que d'autres. Elles ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Ok. Alors là, maintenant on va parler en fait d'un slot canyon emblématique qui représente vraiment les slot canyons américains et dont on voit à foison sur les réseaux, à savoir Antelope Canyon. Oui, alors la plupart des gens en fait ils veulent pas faire un slot canyon, la plupart des gens ils veulent faire Antelope Canyon. Donc c'est le plus connu, le plus photographié, un des plus photogéniques, il faut pas se mentir, il est particulièrement beau. Des slot canyons de l'Ouest américain, c'est lui qui a jeté le spotlight sur ces formations-là. Et il se trouve à côté du Lake Powell, à côté de Page. En territoire Navajo. En territoire Navajo, techniquement à la frontière de l'Arizona et de l'Utah. Mais effectivement dans la réserve Navajo qui se trouve à cet endroit-là. Alors juste pour bien comprendre, donc l'Antelope Canyon c'est un affluent du Glen Canyon. Et le Glen Canyon c'est un très large et très long canyon qui s'étire sur 200 ou 300 km et qui termine sa course à peu près au niveau de Page et qui est plus connu sous le nom de Lake Powell parce qu'en fait ce canyon, le Glen Canyon, il a été inondé par la création d'un barrage dans les années 50 au niveau de Page qui est le Glen Canyon Dam et qui a fait une retenue d'eau sur le cours du Colorado, puisque le Glen Canyon
est un canyon du Colorado. Donc au fond, la rivière qui s'écoule, c'est la Colorado River. Et donc du coup, la création de ce barrage a inondé le canyon principal, créant le Lake Powell, et un certain nombre de canyons secondaires, créant un lac vraiment très très particulier. On aura sûrement l'occasion d'en refaire un podcast dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Lake Powell, qui est un lac dans des canyons inondés. Et du coup, un des canyons qui est un affluent du Glen Canyon, et qui est partiellement pour sa part inondé, est l'Antelope Canyon. Et dans l'Antelope Canyon, dans la partie qui est émergée, qui ne fait pas partie du Lake Powell, il y a plusieurs sections en slot canyon très étroites, à l'intérieur de la réserve Navarro, comme tu l'as dit, qui ont été visitées. Voilà, les Navarros ont mis en place un petit circuit touristique pour pouvoir les visiter assez tôt. Et du coup, c'est devenu une attraction touristique. Et ça se passait très bien jusqu'à l'arrivée, malheureusement, des réseaux sociaux et d'Instagram et de tout ce qui est Instagrammable. Et là, d'un seul coup, les photos vraiment très très belles qu'on peut prendre dans l'Antelope Canyon se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, ce qui a fait que tout le monde passant dans l'Ouest américain voulait absolument avoir les mêmes photos, aller au même endroit, voir les mêmes choses. Et la fréquentation de l'Antelope Canyon a explosé. Bah, peut-être effectivement que les réseaux ont fait exploser la fréquentation, mais moi je me souviens quand même que nous l'avons visité avant les réseaux sociaux et que l'expérience nous était plutôt quand même mitigée. Alors, il y a toujours eu un peu de monde parce que c'est une attraction touristique, donc forcément ça concentre du monde. C'est pas une exploration que vous faites en pleine nature, seul, en arrivant comme ça. Donc effectivement, alors comme on est dans une réserve Navarro, ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit, c'est eux. Donc ils obligeaient à prendre un guide. Un guide, bon, il n'y a pas vraiment besoin de guider, on va raconter un petit peu après comment ça se passe. Et donc, du coup, c'était payant, mais du coup, ça a attiré du monde. Donc, oui, c'est une visite de groupe, quoi. Donc, c'est pas la même chose qu'une exploration comme on peut le faire en pleine nature. Oui, quand on dit exploration, c'est vraiment quand même. Il n'y a rien d'aventureux dans cette exploration. Ah non, il n'y a rien d'aventureux, c'est grand public, c'était fait pour tout le monde. Alors il y a peut-être une deuxième chose, on va revenir ensuite là-dessus, qui a aussi fait connaître l'Antelope Canyon. C'est un photographe qui s'appelle Peter Leak, et qui est un photographe de Las Vegas, qui fait des très très beaux clichés dans le monde entier, mais notamment dans l'Ouest américain, et qui a fait une photo mythique à l'intérieur de l'Antelope Canyon qui s'appelle Ghost, parce que c'est une photo en fait qui capture un moment où à une certaine heure de la journée, la lumière pénètre dans le slot canyon. C'est ça qui rend Antelope Canyon si connu et si joli. La lumière pénètre du dessus, et ça fait comme des spots qui éclairent l'intérieur du canyon avec une couleur rouge, orangée, jaune, particulièrement belle. Et quand il y a un peu de poussière en suspension, on peut voir des formes apparaître dans la lumière comme un genre de fantôme. Et voilà, un de ces fantômes qui a une silhouette apparue dans cette lumière a été saisi sur le vif par Peter Leak. Il en a fait un cliché. Il l'a vendu pour 6,5 millions de dollars. C'est la photo la plus chère jamais vendue au monde. Et ça a fait beaucoup de bruit, et du coup ça a attiré l'attention. À qui l'a-t-il vendu? Alors, je ne sais pas qui l'a acheté. Je ne sais pas qui a acheté 6,5 millions de dollars une photo. Okay. Alors juste d'ailleurs, petit clin d'œil pour les gens qui voudraient qui sont dans un slot canyon et qui d'un seul coup ont une lumière. Si on est au milieu de journée, que la lumière arrive par le haut et qu'on a ces spots de lumière, ces faisceaux lumineux, et qui voudraient reproduire un effet à la Peter Leak avec quelque chose comme ça, en fait il y a un truc. C'est pas juste naturel. En fait, vous prenez généralement le fond du slot canyon, c'est du sable ou une poussière très fine. Vous prenez une poignée de sable, vous la jetez dans le faisceau de lumière, et le temps qu'elle retombe, vous voyez d'un seul coup le faisceau de lumière qui devient beaucoup plus net avec le sable en suspension dans l'air. Et c'est ce genre d'effet qui fait ces clichés magiques. Ok, bon. Maintenant revenons, alors donc si on veut explorer Antelope Canyon,
il y a deux, en fait, il y a deux options. Il y a deux options. Principales. En fait, il y en avait qu'une au départ. Hein, c'était ce qu'on appelait l'Upper Antelope Canyon. On l'appelait juste Antelope Canyon parce qu'il n'y en avait qu'une seule, qui était l'endroit où il y a eu la photo de Peter Lik. Donc là, l'Upper Antelope Canyon, c'est l'endroit le plus connu, c'est l'endroit mythique, on va dire. Du coup, on est dans la réserve Navarro. Il faut payer un droit d'accès à la réserve qui est, je crois, de $8 par personne. Et on arrive sur un parking d'accès et il faut ensuite payer une visite guidée obligatoire. Donc, on ne peut pas le faire par soi-même. On est obligé d'être dans un groupe guidé. Alors, quand on dit guidé, ça veut dire qu'il y a une personne qui est là et qui va vous amener sur le site, mais elle n'a rien besoin de guider. C'est un accompagnateur. Voilà, un accompagnateur, parce qu'on ne peut pas se perdre à Antelope Canyon et il n'y a pas grand-chose à expliquer non plus. Alors, du coup, avec l'explosion de la fréquentation, les prix ont explosé aussi, parce que comme ils ne peuvent pas faire passer un nombre infini de personnes par jour, eh bien, une fois qu'ils sont pleins, ils ont commencé à augmenter les prix. Donc moi, je me rappelle que quand on a fait ça, nous, il y a une vingtaine ou peut-être une trentaine d'années, 25 ans peut-être, une vingtaine d'années, parce qu'il y avait Kevin, donc il y a une vingtaine d'années, ça devait coûter 40-45 $ par personne, et on trouvait ça cher. Avant le Covid, c'était monté à 55 $, et on trouvait ça encore plus cher. Et post-Covid, ils sont passés à 75, et là maintenant, ils sont entre 90 et 100 $. Et encore là, je pense que tu as pris des prix standards, parce que quand même, en fait, ça évolue en fonction de l'heure de la journée. Ouais, il y a des prestataires, ils découpent leur journée, et comme les photographes veulent pouvoir refaire la photo avec le soleil à son zénith, donc entre 11h et 13h à peu près selon la saison, et ces créneaux-là, ils les vendent je pense que c'est $200, $300 et aussi avec le fait qu'il y a moins de monde et qu'ils vous laissent plus de temps pour poser un pied. Parce qu'évidemment, faire une belle photo, il faut avoir un pied, etc. Oui, parce qu'à ce prix-là, vous n'êtes pas seul dans le canyon. Hein. Ah non. Vous êtes plusieurs groupes. Alors déjà, votre groupe est assez... et vous êtes assez nombreux. Et après, vous vous suivez. Alors voilà, c'est la chose maintenant sur laquelle on voudrait insister. Le Upper Antelope Canyon, il fait 250 mètres de long. Donc 250 mètres de long en marchant tout doucement, ça se franchit en 4 à 5 minutes. Donc c'est tout petit. Vraiment, vraiment tout petit. Donc la visite guidée, elle démarre sur le parking, on vous prend sur un 4x4, on vous amène je pense qu'il y en a pour 15-20 minutes, même pas, de route à l'entrée du canyon. Et là, on vous laisse à l'entrée du canyon, à vous de traverser. Donc c'est tout petit. Alors avant, on faisait l'aller-retour, on allait jusqu'au bout, on sortait de l'autre côté et on revenait sur ses pas. Alors ce qui était assez... Alors ça veut dire qu'on passait 2 fois, mais d'un côté ça veut dire que quand vous étiez à l'intérieur du canyon, il y avait des gens qui venaient en sens inverse. Et du coup c'était hyper galère pour... quand il y a beaucoup de monde, il y avait toujours quelqu'un, on ne pouvait pas prendre sa photo. Alors maintenant, ils ont aménagé un petit peu différemment. Ça fait 2 ans je crois qu'ils ont ouvert comme ça. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on ne peut plus faire marche arrière. On ne fait qu'avancer. Et quand on est arrivé de l'autre côté, ils ont créé un escalier qui permet de ressortir du canyon. Et il y a une piste qui doit faire 2 km et qui permet de revenir au point de départ en contournant le canyon. Alors, c'est un vrai avantage parce que du coup, il n'y a plus personne qui vient en sens inverse. Ça veut dire que durant la visite, si à un moment donné, vous vous arrêtez et les gens derrière vous s'arrêtent, eh bien, tout de suite, comme le canyon, il est très sinué. Oui, on reste moins longtemps. Mais on peut prendre son temps et c'est facile d'avoir un cliché avec personne dessus parce que personne peut arriver en sens inverse. Alors là, je suis pas sûre qu'on puisse prendre son temps. Parce que effectivement, tu as différents groupes qui se suivent quand même. Et à un moment donné... Vous n'allez pas rester une demi-heure, mais vous pouvez à un moment donné vous arrêter, attendre 10 secondes, la personne devant disparaît et prendre votre photo. Ce qui avant était beaucoup plus compliqué. Ouais, 10 secondes. Bon. Ça fait envie. Donc voilà, donc ça c'est le Upper Antelope Canyon. Alors, il y a une deuxième alternative, c'est le Lower Antelope Canyon. Donc, c'est une section qui est un peu plus basse en direction du Lake Powell qu'on peut visiter, qui a été aménagée après. En fait, vu le succès du Upper Antelope Canyon, ils ont trouvé un deuxième accès. Alors, comme cet accès il était plus compliqué, il a été équipé avec des escaliers. Il est un peu plus long, il fait 400 mètres de long, donc on va descendre dans des escaliers, progresser d'environ 400 mètres dans le canyon et ressortir ensuite par d'autres escaliers.
Donc, il faut pouvoir franchir des escaliers avec facilité, mais il n'y a rien d'infranchissable. Enfin, si vous avez quelqu'un qui est handicapé ou des personnes très âgées, ça peut être un souci. C'est une section plus longue, peut-être un tout petit peu moins scénique que le upper, mais enfin, franchement, ça reste très très beau. Et c'est surtout moins cher. En gros, ça coûte à peu près moitié prix. Vous êtes plus autour de 50-60$ la visite que la centaine de dollars du Upper Antelope Canyon. Je pense que là, il n'y a pas de séance pour les photographes, non? Non, je pense pas. Hein, donc je pense qu'effectivement, ça doit être moins photogénique entre guillemets que l'autre. Hein. Voilà, mais très honnêtement, ça reste très très joli. Donc c'est moins cher, c'est un peu moins coté, mais ça reste une vraie possibilité. Après, il y a d'autres options dans le coin, effectivement. Alors effectivement, il y a une telle surfréquentation de l'Antelope Canyon qu'il y a d'autres options commerciales qui se sont mises en place. Les mêmes sociétés qui font visiter Antelope Canyon Upper et Lower, certaines d'entre elles font visiter maintenant ce qu'ils appellent Antelope X, qui est un autre canyon en fait, qui est un peu plus long, mais dans la même région, qui est pareil, un petit peu moins scénique, mais c'est 2 fois moins cher. Et il y a beaucoup moins de monde, donc l'expérience est un petit peu plus... 2 fois moins cher que le Lower ou que le... Non, ça va être autour d'une cinquantaine de dollars. Mais du coup, c'est une expérience probablement un peu plus intimiste, toujours en groupe, mais avec beaucoup... Voilà, il n'y a pas des groupes qui se succèdent avec la même fréquence que sur les 2 autres. Ensuite, il y en a un autre en fait qu'on avait fait par nous-mêmes. Hein. Alors, il fallait juste aller chercher un permis, tu te souviens, au Navarro Center et là enfin il fallait juste payer un permis. Oui, ça a été, on payait 5$ ou 10$ par personne, je sais plus. Effectivement, comme on est en territoire Navarro, il fallait un permis et c'était assez génial. Pour nous, c'était une très bonne alternative à l'Antelope Canyon. C'était un joli slot canyon, le Waterhole Canyon, il s'appelle. Il est à côté d'un pont sur la route 89. On s'arrête, on descendait dans le canyon, on progressait dans le canyon. Il y avait 2-3 échelles qui permettaient de franchir des endroits un peu compliqués, puis après on ressortait, on revenait à son point de départ. Franchement, c'était un super slot canyon, mais rien à voir effectivement visuellement avec Antelope Canyon. Je dirais pas rien à voir. Quand on regarde les photos, ça ressemble, mais sur des sections courtes, on va dire. Voilà, c'est sur des sections courtes. Après, comme il y avait cet engouement pour Antelope Canyon, eh bien, ils ont rendu la visite avec un guide obligatoire, et donc maintenant c'est à nouveau 80$ par personne. Là, je trouve aussi c'est vraiment très cher pour le Waterhole Canyon. Wow. Nous, on l'a fait quand c'était par soi-même. C'est quand même vachement plus sympa de l'explorer en solo, etc. Je trouve que ça fait cher aussi. Il y a quand même une dernière option qui est celle que nous, on préconise. C'est si on veut quand même visiter un bout de l'Antelope Canyon sans passer par la réserve Navarro, c'est possible en fait. C'est possible parce que, on l'a dit, c'est un affluent l'Antelope Canyon du Glen Canyon, donc du Lake Powell. Donc du coup, la partie basse de l'Antelope Canyon, quand on va suffisamment en direction du Glen Canyon, elle donne sur le Lake Powell, elle fait partie du Lake Powell. Donc ça veut dire que quand on est dans le Lake Powell, on peut remonter un bout de l'Antelope Canyon en bateau sur une certaine section, puis après ça devient trop étroit. Mais si on loue des kayaks, on pourra y revenir, on peut remonter et faire la partie basse de l'Antelope Canyon à pied. Ah, par contre, c'est beaucoup plus sportif quand même. Alors oui, c'est beaucoup plus sportif. Il y a 2 heures de kayak aller et retour, donc ça fait 4 heures. Et 1 heure de randonnée dans la partie basse de l'Antelope Canyon. Donc voilà, c'est une super option, mais c'est très beau, mais c'est quand même assez sportif. C'est quand même assez sportif. On en a plein les bras à la fin quand même. Hein. Surtout si vous voulez pas devoir remorquer après le kayak de vos enfants. Ah, super. Tout à fait. Ok. Alors là, on parle effectivement de la beauté. On a parlé de la beauté des slot canyon et notamment d'Antelope Canyon. Mais je pense qu'il sera important de parler des dangers des slot canyon. Oui. Ils sont liés donc à leur spécificité aussi. Tout à fait. Alors, la plupart du temps, une visite de slot canyon est sans aucun danger. On va y revenir. Mais il y a quand même un certain nombre de dangers. Un danger qui n'en est pas un pour vous, qui est le fait que ces canyons peuvent être extrêmement excentrés loin de tout. C'est la mésaventure qui est arrivée à un alpiniste américain qui a été relatée par un film de Danny Boyle qui s'appelle 127 heures. Donc c'est vraiment une histoire vraie qui est assez dingue et qui a eu lieu en 2003.
Donc cet alpiniste assez expérimenté, il est parti au fin fond du Canyonland National Park, dans un endroit très retiré. Il Vers est Moab. oui, un peu plus bas que Moab, exactement, au sud de Green River. Et il est parti en VTT jusqu'à l'entrée d'un slot canyon, Technical Slot Canyon. Donc là, il fallait cordes, baudriers, etc. Il est descendu à l'intérieur de ce slot canyon très peu fréquenté et il s'est appuyé sur un rocher qui était bloqué à mi-hauteur du canyon alors qu'il était en train de descendre. Le rocher a cédé sous ses pieds. Il est tombé du coup de quelques mètres à l'intérieur du canyon, sauf qu'il est tombé avant le rocher et le rocher s'est rebloqué un peu plus bas et a bloqué sa main à mi-hauteur du canyon. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est retrouvé avec la main coincée entre un rocher et la paroi du canyon. Et du coup, il a attendu que des gens passent. Et personne n'est passé. Il avait un petit peu d'eau, mais pas tant que ça, parce que c'était une balade qu'il prévoyait juste pour la journée. Il est resté bloqué finalement 127 heures. C'est presque 6 jours à l'intérieur du canyon. Et tu es sûr de vouloir donner la fin? Ah bah c'est ça qui fait le film. qui fait le piment le piment de cette histoire. Non, faut quand même le raconter. Donc il est resté 6 jours. Au bout de 6 jours, il avait perdu un peu de la lucidité, il avait des hallucinations parce qu'il buvait pas, il mangeait pas depuis 6 jours. Et il s'est dit, c'est fini maintenant, personne ne passera jamais dans ce canyon, je vais mourir ici, sauf si j'arrive à me débloquer. Et du coup, la seule option qu'il avait, c'est qu'il avait un canif et il s'est sectionné la main, il s'est amputé de la main avec un canif. C'est une opération qui lui a pris 1 heure. Et passons les détails, je te vois. Passons les détails. Et donc il a fini de descendre en rappel le canyon, il a marché plusieurs kilomètres, il est tombé sur des randonneurs qui l'ont secouru. Et du coup, il a raconté dans un livre, dans des conférences et puis maintenant dans un film cette chose assez incroyable qui lui est arrivée. Cette petite mésaventure. Bon, alors ça risque pas de vous arriver dans les slot canyon que vous allez faire. Vous n'allez pas vous retrouver coincé, vous ne faites pas du technical slot canyon et vous n'êtes pas dans des endroits où vous allez rester 6 jours sans que personne ne passe non plus. Parlons des dangers des slot canyon que l'on va conseiller. Donc le vrai danger pour vous, s'il y en a un, c'est les crues éclairs. C'est ce qu'on appelle les flash floods. C'est le fait que s'il y a des pluies intenses sur la région, et pas forcément là où vous êtes, mais en amont du canyon, s'il y a des pluies assez importantes, eh bien il peut y avoir une montée des eaux très rapide. Donc les slot canyons, la plupart d'entre eux sont secs, ils ne sont pas du tout inondés. Mais néanmoins, s'ils ont été formés, c'est parce que de l'eau passe de temps en temps. Donc quand il y a des orages, l'eau des plateaux descend dans les canyons, et notamment dans les slot canyons, et c'est à ces moments-là qu'ils sont creusés. Non, mais et du coup, effectivement, comme on vous a dit que, notre définition de slot canyon, c'est qu'on peut toucher les deux côtés du canyon. Vous voyez bien qu'à un moment donné, quand de l'eau arrive, et en plus, généralement, en fait, c'est étroit, mais ça peut être plus ou moins étroit, et du coup, l'eau peut s'engouffrer dans une partie qui est moins étroite, et après, arriver dans la partie étroite, donc l'eau va monter, et va monter très rapidement. Ouais. Sachant qu'en plus que quand l'eau arrive, elle charrie des pierres, des rochers et des troncs d'arbres. On en voit souvent en fait, justement, que ça devient des obstacles après nous, effectivement, dans la traversée des slot canyons. Effectivement, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que si vous avez un canyon qui fait 10 mètres de large et que dans ce canyon de 10 mètres de large, vous ayez 10 cm d'eau au fond qui circule à cause d'un orage. Si ce canyon d'un seul coup devient 1 mètre de large, devient slot canyon, et ben dans cette fente, d'un seul coup, ça va passer de 10 cm à 1 mètre. Et si c'était pas 10 cm, mais si c'était 30 cm, ça va passer à 3 mètres. Ça veut dire que d'un coup, le canyon peut se trouver complètement inondé en très 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 peu de temps. Donc le principal risque des slot canyons, c'est ça, c'est la flash flood et c'est les crues éclairs. Et ça, c'est notamment dans une saison particulière, la saison des flash floods, c'est la saison de la mousson. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop en général, mais le sud-ouest des États-Unis est frappé à la fin de l'été, pendant l'été, à la fin de l'été, au début de l'automne, par la mousson. Donc ça s'exprime par des orages pas forcément très fréquents, mais qui peuvent être assez violents, qui arrivent généralement en deuxième partie de journée, généralement l'après-midi, et qui peuvent, voilà, on est dans le désert, il peut faire très chaud,
mais il peut aussi y avoir des Voilà, épisodes orageux assez violents. Mais du coup, en fait, donc nous, ce qu'on préconise dans ces cas-là, c'est qu'en fait, bien suivre la météo les jours précédents, parce que comme on l'a dit, effectivement, l'eau peut venir de loin, comme ça, et aussi, si on peut, passer, que dans ces cas, au Visitor Center de la région, à côté, pour savoir et demander aux agents, effectivement, si les conditions sont bonnes pour aller explorer le Slot Canyon. Voilà, mais c'est vrai que Ça, maintenant on le fait notamment Escalante. quand on a comment ça s'appelle maintenant des applications de météo un peu plus poussées, voilà, on a quand même des prévisions de météo qui sont nettement plus fines qu'avant, et on peut savoir s'il y a des risques d'orage, à quel moment de la journée, etc. Donc la plupart du temps, c'est quand même l'après-midi, c'est pour ça qu'on les explore le matin. Ça peut être tôt quand même, hein. Ça peut arriver. Je me souviens que parfois on dit effectivement, nous c'est pour ça qu'on dit à nos clients de partir tôt aussi le matin, et généralement on commence la balade à 8 heures, hein, ce sont des balades de 3 heures, pour qu'ils soient sortis du canyon à 11 heures. Oui, tout à fait, parce qu'il arrive des fois quand on sort à 11 heures, on commence à entendre un petit peu de tonnerre au loin, et on se dit voilà, c'est peut-être le moment de sortir. Et c'est vrai que souvent on croise des gens qui rentrent et on leur dit c'est pas très, voilà, c'est pas la meilleure des idées. Après ça reste rare, mais pas si rare que ça. Il y a quand même régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, il y a des accidents mortels dans des slot canyons. Alors souvent dans des slot canyons reculés, peu touristiques, etc. Mais pour dire les choses, en 1997, c'est quand même il n'y a pas si longtemps, hein, il y a moins de 30 ans, dans le Lower Antelope Canyon, donc dans un canyon aménagé en territoire navarro avec guide, il y a 11 touristes, dont 7 Français qui sont morts dans une crue éclair. Dans le Lower Antelope Canyon. Quand ça s'est passé, alors c'était un petit peu particulier. En fait, là, il y avait vraiment eu quelque chose de spécial. C'était qu'il y avait eu des pluies violentes les jours précédents. Il y avait eu une retenue d'eau beaucoup plus en amont et elle a cédé. Et du coup, il y a eu une masse d'eau très importante alors qu'il n'y avait pas d'orage à ce moment-là. Donc depuis, ils ont quand même... alors à l'époque, il faut voir qu'il n'y avait pas le système d'escalier. On descendait dans le canyon avec des échelles de cordes et on le visitait un peu plus de manière sportive. Ce qui fait qu'une fois qu'on était à l'intérieur, parce que voilà, on dit que ça arrive brusquement, on le voit quand même arriver un petit peu, hein, c'est pas instantané non plus. Donc s'il y avait eu des escaliers, ça aurait probablement pu remonter, mais là ils se sont fait emporter. En même temps, je connais pas très peu de slot canyon avec des escaliers, hein. Non, bien sûr, voilà. Je parle ce côté-là. Après, il faut aussi faire attention quand vous visitez un slot canyon. La plupart des slot canyons, ils sont étroits sur des portions relativement courtes. Et puis de temps en temps, ils redeviennent plus larges. Donc en fait, si jamais vous deviez vous trouver avec un orage dans un slot canyon, évidemment, ce qu'il faut, c'est pas rester dans les sections étroites. C'est aller se mettre dans ces sections beaucoup plus larges et dans des sections sur lesquelles vous pouvez remonter sur les hauteurs. Voilà, après là on essaye, on ne veut pas vous paniquer, ça arrive extrêmement peu fréquemment, et si on prend ces précautions, ça arrive jamais. Ça nous est jamais arrivé d'être sous un orage dans un slot canyon, pourtant on en a fait beaucoup. Donc voilà, pas de panique non plus. Voilà, il y a quand même quelques petits conseils qu'on peut donner à nos auditeurs s'ils veulent visiter un slot canyon, hein, pour la visite des slot canyons cet hiver, à savoir prévoir assez d'eau, parce que souvent on a l'impression qu'on a assez d'eau, or là il n'y aura pas du tout d'eau sur le chemin, donc prévoir assez d'eau parce qu'il fait aussi souvent chaud, et après prendre assez peu d'affaires avec vous, parce que attention, les sentiers à un moment donné, comme on vous a dit, ça peut être très étroit. Nous de temps en temps, donc il y a des parties où on est obligé de laisser notre sac à dos à l'entrée pour pouvoir passer et se faufiler, parce que de temps en temps on se faufile. Pour les plus étroits, c'est le cas. On en citera quelques-uns bientôt là, parce qu'on va attaquer cette portion. Mais effectivement, dans les plus étroits, on passe pas avec un sac un peu important, donc on peut en prendre compte. Si vous avez bien compris, vous ne serez pas surpris que si on vous dit qu'en fait, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller visiter les slot canyons les moins visités. C'est là où vous aurez la meilleure expérience. T'es d'accord ? Oui, plutôt que d'aller à l'Antelope Canyon, payer $100 pour faire un canyon de 250 mètres de long, on peut faire des balades d'1 heure, 2 heures dans des slot canyons absolument majestueux et somptueux avec personne. Et il suffit juste de savoir où ils sont. Il y en a quand même beaucoup dans l'Ouest américain. Il y a plein d'occasions, donc c'est ça là qu'il faut saisir. Et là, vous vous sentirez comme de véritables aventuriers. Là, pour chaque slot canyon, à chaque fois, c'est une exploration. Ouais, c'est vraiment magique.
Donc là, on va vous donner nos top 10 des plus beaux slots canyon qu'on ait visités. Slot canyon gratuit et visité par vous-même et qu'on vous invite vraiment à explorer. Alors, on vous montrera donc des slots canyon, des petits slots canyon, ça veut dire pas longs en distance, certains qui seront aussi plus accessibles, d'autres moins, et après, certains qui sont plus ou moins photogéniques aussi, bien que moi je trouve qu'ils sont tous photogéniques. Oui, quand même, on va démarrer des plus petits, plus simples, plus accessibles, et on va aller vers les plus beaux, les plus difficiles d'accès, et aussi les plus magiques, qui ont quelque chose de particulier en plus. Alors pour commencer, on va parler du Jenny Canyon à Snow Canyon State Park dans l'Utah, non loin de Saint-Georges. Exactement, c'est un parc pas très visité, mais qui est vraiment superbe. Alors, il est un peu chaud en été, mais pour les mi-saisons, il est vraiment super bien. Donc le Snow Canyon State Park. Et il y a un petit canyon qui est le Jenny Canyon, qui est sur une le Snow Canyon State Park, c'est un canyon. C'est dans un grand, très vaste et large canyon. Et sur une des parois de ces canyons, il y a un court slot canyon. Il doit faire 100 mètres de profondeur max, mais il est sympa, il est hyper facile d'accès, il est simple, c'est une bonne initiation, une bonne introduction courte à un petit slot canyon. Voilà, après il y a d'autres petites balades sympas à faire autour, ce qui peut donner de l'intérêt à nouveau à ce slot canyon. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit slot canyon qui est très facile d'accès. Ensuite, les seconds slot canyon se trouve dans la Valley of Fire, non loin, à 1h30 de Las Vegas. 45 minutes, 1 heure max. Ah oui, peut-être, ouais. Oui, juste au nord de Las Vegas, le Valley of Fire State Park. C'est un très très joli parc, il y a plein de choses à y faire très très sympa. Et il y a deux petits, très courts, mais très jolis slot canyon. C'est le Kaolin Slot Canyon et le White Dome Slot Canyon, qui se trouve en fait si on fait la randonnée de la Firewave, qui est une randonnée absolument sublime dans des roches incroyables. Quand on essaye de rejoindre, sur la fin de la Firewave, on traverse un canyon rosâtre, le Pink Canyon. On traverse la route et là il y a un sentier. De l'autre côté de la route alors. Voilà, exactement, qui rejoint le White Dome Trail. Et sur ce sentier, on franchit deux courts slot canyon. D'abord le Kaolin Slot Canyon et ensuite le White Dome Slot Canyon. Et c'est pareil, ils ne sont pas les plus extraordinaires au monde, mais ils sont jolis, ils sont faciles, ils sont accessibles. Ils sont assez courts. Ils sont assez courts, ils sont très courts, ils font quelques dizaines de mètres, peut-être une centaine de mètres max. Ok, donc là en fait c'est plus dans le cadre d'autres randonnées. D'une autre balade, exactement. Voilà. Oui, on ne fait pas le déplacement uniquement pour ça, il y a plein d'autres choses et il se trouve qu'on franchit deux petits slots canyon, voilà, c'est toujours sympa. Comme le Jenny Canyon. Exactement. On ne fait pas un détour pour ça. Il y en a un autre aussi qu'on avait trouvé sur la route entre Zion et Bryce à Orderville. Exactement, juste avant de bifurquer, juste au nord du Zion Mount Carmel Highway, Zion Mount Carmel Junction. À Orderville, il y a un petit slot canyon qui est, là pour le coup il est un peu plus long, il est plutôt sympa, le Red Hollow Canyon. Et c'est une bonne introduction, il se trouve pas loin du bord de la route, c'est pas un gros détour, donc voilà, ça peut être un petit arrêt sympa ou une première exploration dans un slot canyon. Moi, si je me trompe, il y avait de la végétation au milieu ou non, c'est pas celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Ah, ok, bon, je me suis trompée. Ensuite, nous avons le Chef Canyon. Alors, on est toujours dans la même région. On est à l'intérieur du Zion National Park. Quand on arrive, il y a une balade que tout le monde fait quand on est sur le Zion Mount Carmel Highway. Quand on va arriver au niveau du tunnel qui va nous permettre de rentrer dans le canyon de Zion. Juste avant le tunnel, il y a plusieurs petits parkings qui permettent d'accéder au Zion Overlook Trail, qui est un sentier qui va sur un point de vue en surplomb de la vallée de Zion. Et en fait, c'est pas connu, mais derrière l'un de ces parkings, on peut descendre dans une gorge et remonter la gorge qui s'appelle le Shelf Canyon. Et plus on remonte, plus on arrive dans une section très très étroite qui devient Slot Canyon et qui est assez étonnante parce qu'elle est penchée. Donc on est d'habitude un slot canyon, il est quand même assez à la verticale, quoi. Les parois elles vont vers le haut et là elles sont en biais de travers, c'est assez étonnant. On est penché sur une partie du chemin. C'est un joli petit slot canyon, il n'y a personne. Il faut un petit peu grimper quand même. Voilà, c'est pas accessible pour des gens qui auraient des problèmes moteurs ou autres.
Alors moi, dans mon souvenir, la partie la plus difficile, c'était pas forcément le canyon, c'était plus se garer. Hein, Alors, oui, c'est des effectivement. endroits où c'est compliqué de se garer sur cette... mais oui, tout à fait. Donc, si vous arrivez à vous garer, Ouais, là, effectivement, n'hésitez pas à le faire. le Shelf Canyon, alors vous aurez du mal à le trouver, il n'est pas sur les cartes, mais en cherchant un peu, ça se trouve. Une autre catégorie, une catégorie vraiment supérieure de Slot Canyon, où là, vraiment, on fait une randonnée, une vraie longue randonnée dans un Slot Canyon. Et là, c'est pas un Slot Canyon de quelques mètres, c'est vraiment beaucoup plus long. Et là, c'est de très très belles expériences. Par contre, c'est plus long. Mais bon, c'est très beau. Et donc, là, on a 2 Slot Canyon qui sont dans le même, qui se trouvent à peu près dans le même lieu, hein, Silver, à côté de Goblins Valley. Effectivement, à côté du Goblins Valley State Park dans l'Utah, on a notamment le Little Wild Horse Slot Canyon, qui est probablement le Slot Canyon le plus connu en initiation de Slot Canyon après l'Antelope Canyon. Et c'est un Slot Canyon facile d'accès. On arrive au canyon assez vite depuis le point de départ. Il est aucune difficulté à le traverser. Il est grand, hein, donc vraiment on fait une balade d'1 heure, 1h30 sans problème à l'intérieur du canyon, aller-retour. C'est une très très chouette balade dans un très très beau Slot Canyon. Ça convient à tous les niveaux. C'est vraiment un canyon assez idéal. Alors si vous le trouvez trop facile ou si vous en voulez plus, un tout petit peu plus loin sur la même route, vous avez un second Slot Canyon qui s'appelle Ding and Dong Slot Canyon. C'est un système avec 2 canyons qui sont reliés entre eux et qui forment une boucle. Et là, on n'est pas dans le Technical Slot Canyon parce que techniquement, c'est franchissable sans corde. Mais voilà, à un moment donné, il faut quand même un peu grimper ou se laisser chuter sur des pentes assez raides. Donc, c'est pas pour tout le monde. Mais si vous êtes sportif, si vous en voulez plus, c'est une bonne opportunité. Pour le coup, il n'y a personne. Mais est-ce qu'il faut y aller quand même avec une corde? Non, on l'avait fait sans corde. Non, okay. C'est voilà. Après, si vous en avez une, ça peut toujours peut-être faciliter certains passages, mais c'est faisable sans. Alors ces deux-là, par contre, moi effectivement, je préférerais dire qu'il faut mieux les faire le matin tôt. T'es d'accord? Enfin, en été. Le Little White Horse, le Ding and Dong, c'est des longs Slot Canyon, donc oui, il faut éviter de s'y retrouver pendant les orages, tout à fait. Mais là, vous aurez vraiment une très très belle expérience des Slot Canyon. Enfin, il y a un autre qui s'appelle le Fry Canyon. Alors, le Fry Canyon, il est tout petit, mais pour nous, il reste assez magique parce que c'est la première fois qu'on a traversé un Slot Canyon inondé. Et du coup, c'est quand on est sur la Highway 95, quand on fait le passage entre Monument Valley et Capitol Reef, il y a un passage comme ça sur la Highway 95 qui permet de passer de la rive nord à la rive sud du Colorado. Après Natural Bridge. Exactement, pas très loin de Natural Bridge National Monument. Et du coup, à un moment donné, on a un petit pont qui enjambe un canyon. On peut s'arrêter après ce pont et on peut descendre dans le canyon qui passe sous le pont. Et en fait, il y a une retenue d'eau naturelle. Il est inondé en été, justement à cause des orages. Alors, le canyon, il doit faire 300 mètres de long, 200-300 mètres de long. Il est vraiment pas très long. Et par contre, en fonction du niveau d'eau, on est soit obligé de marcher avec de l'eau jusqu'à la poitrine, soit obligé de nager sur quelques mètres. Alors, des fois, il peut y avoir un petit peu des odeurs. S'il n'a pas pu depuis longtemps, ça a macéré un petit peu. C'est pas forcément... voilà. Mais c'est la première fois qu'on nageait à l'intérieur d'un Slot Canyon et on a trouvé ça juste incroyable, quoi. On l'a refait après dans d'autres Slot Canyon. On va en reparler, effectivement. Ensuite, on arrive à un Slot Canyon vraiment qu'on adore. Mais par contre, l'accès n'est pas forcément si facile que ça. Et parfois, on n'a pas pu le faire, hein. Ouais, c'est le Slot Canyon du Wire Pass Trail qui rejoint le plus long Slot Canyon des États-Unis qui s'appelle le Buckskin Gulch, qui fait 70 km de long et qui est un canyon étroit. Alors, il est plus ou moins étroit selon les endroits, mais enfin, ça reste quand même relativement étroit. Et donc, qui, bon, pour lui, s'explore de façon un peu plus compliquée, parce que, évidemment, quand ça fait 70 km de long, il faut camper. Mais c'est compliqué en fonction des saisons, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a un sous-canyon qui rejoint un bout du Buckskin Gulch, qui est le Wire Pass Trail, et qui a toute une section slot très, très, très jolie. Mais, comme tu disais, la difficulté, c'est rejoindre le parking
d'accès qui est au bout d'une route de plusieurs kilomètres en terre, assez accidentée et surtout... qui est traversée par plusieurs petits ruisseaux en fait. Exactement, par des wash. Et en été, quand il y a des orages un peu fréquents, eh bien certains de ces wash sont actifs. Ça veut dire qu'on doit franchir le cours d'eau en voiture. Alors, c'est pas très profond. Hein, ça fait 30-40 cm de profondeur. Donc, normalement, ça se passe bien. Mais il faut faire attention. Même sans eau, il faut faire attention aussi quand on descend dedans. Alors, oui, bien sûr. Il ne faut pas que ça faire avec une voiture bas de caisse. Hein. Alors, il ne faut pas avoir une voiture trop bas de caisse. Nous, on l'a quand même déjà fait plusieurs fois avec un véhicule normal. Mais quand il y a en véhicule normal, on n'a jamais traversé l'eau. On n'a pas pris ce risque-là. Une fois, il y avait de l'eau et on avait un petit 4x4 et on a tenté, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que voilà, il ne faut pas se retrouver planté au milieu de nulle part. Et de fait, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et on n'a pas pu aller jusqu'au bout en fait. Voilà, le problème en fait, c'est que quand il y a des sections où il a plu récemment, si la section n'est pas sèche, c'est une terre un peu comme glaise, une terre glaise. Et du coup, quand elle est mouillée, elle est ultra glissante. On patine immédiatement dessus. Donc, si on n'a pas un 4x4 un peu puissant, on passe pas. Donc, nous, on s'était arrêté avant la dernière partie. On l'avait franchi à pied. Ouais, on avait fini à pied pour aller à l'entrée. Au point de départ. Au point de départ. Exactement. Mais par contre, après, effectivement, il n'est pas... Il n'y a rien de technique. Non, il est plutôt facile. Il y a juste une section à la fin, en fait, où auparavant, il y a une section où il y a un mur de plusieurs mètres à franchir. Auparavant, il y avait une échelle. Cette échelle a été supprimée. Et depuis, du coup, si on veut quand même aller jusqu'au bout et rejoindre le Buckskin Gulch, on peut prendre un shortcut. Donc, il y a un petit détour qui commence un petit peu avant l'endroit où il y a ce mur. Sur la droite, on monte en fait. Exactement, on monte. Après. Alors, du coup, on grimpe un petit peu et puis on redescend de l'autre côté un peu plus loin. Ça reste très, très, très faisable hein, pour quelqu'un d'un peu sportif, mais sans plus. Et à la fin, on finit par arriver à la jonction du Wire Pass et du Buckskin Gulch. Et à cette jonction, il y a un truc assez sympa, c'est qu'il y a des pétroglyphes indiens, donc des gravures indiennes préhistoriques sur les murs du canyon, sur la droite. Si vous les cherchez un peu, vous allez les trouver. Et c'est assez étonnant de se retrouver dans un lieu aussi loin de tout et de trouver ces gravures. On arrive, oui, effectivement, à la fin, c'est un amphithéâtre. Oui, ça fait c'est une jonction en T qui est relativement large, qui fait comme un amphithéâtre, exactement. Et après, du coup, on peut explorer un bout du Buckskin Gulch si vous avez le temps, s'il n'est pas trop inondé. Vous pouvez explorer un bout du Buckskin Gulch et c'est aussi une très très belle section à visiter. Okay. Nous, on l'a visité au moins 2 ou 3 fois. 3 fois, je pense. Ouais. Et vraiment, à chaque fois, c'était magnifique. Hein. Avec, on arrive maintenant à l'avant-dernier Slot Canyon, hein, qui est le Peekaboo. Hein. Alors, c'est même un doublé. Ouais. C'est 2 Slot Canyon qui sont assez proches l'un de l'autre, qui sont le Peekaboo Slot Canyon et le Spooky Gulch. Alors, eux aussi, ils sont un peu compliqués d'accès. Il y a une route de terre, alors qui ne peut pas être inondée, mais qui est assez longue. Il y a même 45 minutes de route de terre pour arriver sur le parking. Et à la toute fin, c'est très accidenté. Nous, on s'était garé 500 mètres plus loin. Non, mais après, on a une bonne heure de marche. Hein. Alors, moi, j'ai le souvenir quand même que la marche après... à partir du moment où on s'est garé pour rejoindre jusqu'au Slot Canyon, on a une bonne heure de marche. En fait, c'est en 2 temps. Si on ne peut pas se garer au plus près du Slot Canyon, on rajoute 500 mètres effectivement entre le premier parking et le deuxième parking. Quand on est au deuxième parking, il reste une demi-heure, 3/4 d'heure de marche pour descendre à l'intérieur du canyon principal où se trouvent les canyons secondaires. Et là, il n'y a aucune ombre. Hein. Non, il n'y a pas d'ombre. Ouais, on est exposé. Et du coup, en fait, on descend dans un canyon pas très profond, assez large. Et dans ce canyon-là, on va trouver plusieurs Slot Canyon et notamment le Peekaboo, qui est un des plus jolis parce qu'en fait, il est composé de plein de petites alvéoles et très biscornues qui forment comme des vagues dans lesquelles on monte, on redescend, etc. Donc il est vraiment extrêmement sympa à visiter. La seule difficulté, c'est qu'il faut rentrer à l'intérieur du canyon. C'est-à-dire en fait, il y a un mur pour rentrer à l'intérieur du canyon. Il faut pouvoir escalader. Voilà, il faut l'escalader un petit peu. C'est pas très très compliqué, mais voilà. Assez pour que je n'y arrive pas quand même. Tu l'as déjà fait.
Mais la deuxième fois, alors en fait, je crois que la deuxième fois, c'est pas l'escalade qui t'avait fait peur, c'était que à ce moment de l'année, il y avait une énorme mare d'eau boueuse qui s'était installée à l'entrée du Piquebou. Du coup, on était obligé de traverser la mare. Et ensuite, quand on était donc les pieds couverts de boue glissante, et c'est à ce moment-là qu'on devait se hisser sur le mur et franchir cet obstacle. Et là, c'était un petit peu compliqué. Du coup, on n'était pas tous passés, on était avec des amis. On était passé avec quelques aventuriers. On avait laissé une partie du groupe derrière avec toi et on s'était rejoint plus loin au deuxième Slot Canyon. Et du coup, ce Slot Canyon là, le Piquebou, donc il fait combien de temps à peu près? Oh, il faut une demi-heure pour aller jusqu'au bout, on va dire. Voilà. Et alors, et la deuxième fois, en fait, tu l'avais fait, vous l'aviez fait donc dans son intégralité, on va dire. Là, vous étiez donc sorti pour être au-dessus. Exactement. En fait, quand on arrive au bout, on peut ressortir et se retrouver sur le plateau au-dessus. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, après, vous deviez nous retrouver au second Slot Canyon. Exactement, oui, tout à fait. Et là, vous deviez descendre et nous, on devait se retrouver à l'intérieur du canyon, oui, tout à fait. Et donc oui, quand on vous dit attention, il faut prendre de l'eau, voilà, en fait, comme on était rentré dans le premier Slot Canyon juste pour faire un petit aller-retour, et les gens nous attendaient à l'entrée, le reste du groupe, du coup, on n'avait pas pris d'eau. Et parce qu'on ne devait pas faire longtemps. Puis quand on a décidé finalement, non, on va se retrouver plus loin. Eh bien, on n'avait toujours pas d'eau. Alors, moi, je suis revenu à l'entrée du canyon par le haut pour crier on se retrouve plus loin dans l'autre Slot Canyon, mais il n'y avait pas moyen de me fournir de l'eau. Et donc, du coup, on a fait toute la randonnée d'un Slot Canyon à l'autre en plein cagnard sans eau. Et c'est vrai que là, on a commencé à se dire il commence à manquer un petit peu d'eau. Alors, on savait que vous étiez pas loin, mais voilà, c'est ces moments-là où on se dit non, ne jamais, même si c'est pour 500 mètres ou quoi que ce soit, on part pas sans eau ou que ce soit, on sait jamais ce qui va se passer derrière. Et donc du coup on a rejoint le deuxième Slot Canyon qui est le Spooky Gulch, qui alors lui il n'y a pas de difficulté d'accès, il s'accède, il n'y a rien à grimper ou quoi que ce soit. En revanche, il a des parties extrêmement étroites. Vraiment étroites. Il faut se faufiler, il faut rentrer le ventre, mais ça on peut pas rentrer le ventre sur plusieurs mètres, c'est difficile pour pouvoir passer. Il fait des fois peut-être 40 cm de large, quoi. Et là c'est sûr qu'on abandonne les sacs à dos à l'entrée. Ouais, on peut pas franchir. C'est vraiment en fente, c'est une fente. Elle est vraiment très 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 chouette. Il est très 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 sympa à explorer. Et comme on dit, effectivement, c'est torsadé. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste une fente, vous voyez, bien droite, où vous pourriez passer comme ça. Non, il faut se torsader. C'est que parfois, il faut courber le haut du corps pour pouvoir passer, alors que le bas, mais bon, c'est très, 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 très beau. Ouais, c'est un très, très chouette et très, très fun Slot Canyon pour tous les âges. Ouais. Et du coup, là, on va finir en beauté avec notre dernier Slot Canyon que l'on vous conseille, à savoir le Zebra Canyon. Voilà, alors là, il faut être un petit peu plus aventureux, faut pas avoir peur, notamment peur de se mouiller. Non, c'est pas sportif. C'est juste qu'il faut pas avoir peur de se mouiller. Ouais, enfin, quand tu dis c'est pas sportif, bon, déjà, il se trouve dans la même zone que le Piquebou and Spooky Gulch, donc il y a aussi cette route d'accès un petit peu longue. Ensuite, il y a une randonnée qui doit faire 3/4 d'heure à pied dans le désert, mais dans des endroits assez jolis pour rejoindre l'entrée du Slot Canyon. Et ensuite, donc ce Slot Canyon est très 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 vite, quasiment dès le départ, inondé. Et quand on dit inondé, c'est qu'à un moment donné, il faut nager. C'est comme une piscine, Voilà, mais une piscine qui fait 1 mètre de large. Et et effectivement, l'eau n'est pas cristalline, non, ne vous attendez pas à ça. Ni cristalline, ni chaude. Donc voilà, faut descendre dans une eau un peu marron. Complètement marron, vous le verrez sur nos photos, complètement marron. Voilà, fraîche, à l'intérieur d'un Slot Canyon très étroit. On essaye de nager par moment, mais en fait, on peut même pas faire de la brasse parce qu'on peut pas faire le mouvement des bras, c'est trop étroit. Donc en fait, on fait le petit chien. Voilà, on fait le petit chien où on se tient sur les deux côtés du bord du canyon et on progresse. Voilà, sachant qu'en plus dessous, il peut y avoir des rochers. Ah ben oui, il peut y avoir des rochers, il peut y avoir un peu de tout, de la boue. Et des animaux, parce que n'oublions pas quand même que dans ces Slot Canyon là, dans le désert, il y a aussi des serpents.
Hein, Sylvain? Oui, on peut en croiser quelques-uns qui se Et sont donc, fait on piéger. espère ne pas en croiser, effectivement, lors de cette petite traversée. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vraiment, c'est super sympa, c'est super aventureux. On a vraiment l'impression d'être des aventuriers du bout du monde en train d'explorer un endroit incroyable. Et quand on a franchi la partie inondée, on arrive dans la toute dernière section qui, elle, est hors de l'eau. Et elle a donné son nom en fait au canyon. Il s'appelle le Zebra Canyon parce que la dernière section, elle est zébrée. La roche est zébrée, c'est assez étonnant. Il faut voir les photos, il faut y être pour s'en rendre compte. Et elle est très 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 jolie. Et c'est vraiment comme un petit cadeau, un petit trésor à la fin de tous ces efforts. Et c'est une balade super sympa qu'on avait fait avec nos 2 filles. Et oui, les 2 autres n'ayant pas voulu passer le cap des mares, des grosses mares. Et du coup, c'est un de leurs plus beaux souvenirs aussi. Et c'est vraiment une super exploration. Oui, vous pourrez voir sur les photos effectivement que c'était aussi magnifique. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour des slots canyon que l'on conseille. J'espère vraiment qu'on vous a donné envie de partir les explorer de la même manière qu'on le fait. Et en tout cas, si vous passez dans l'Ouest américain, faites-en au moins un. Allez voir un slot canyon et si possible un slot canyon non commercial parce que c'est une expérience qui est vraiment complètement unique. Voilà, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.